Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus en dépit des difficultés de transport et je suis ravie de savoir que vous êtes aussi nombreux et nombreuses à avoir pu venir pour participer à cet après-midi que nous avons voulu consacrer au Liban. L'IREMO effectivement a suivi ce qui se passe depuis le début comme vous pouvez l'imaginer et c'est vrai que l'idée est venue d'organiser non pas une rencontre comme on en fait régulièrement ici, mais consacrer une après-midi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons la chance d'avoir aussi plusieurs intervenants qui étaient tout à fait d'accord pour venir. Et donc, on a trouvé que ça méritait vraiment qu'on prenne le temps de s'arrêter sur ce mouvement, sur ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, nous avons intitulé cet après-midi « Liban, la révolution d'une nation » avec un point d'interrogation. Et donc, nous avons choisi d'interroger ce qui se passe depuis presque 2 mois maintenant, nous en sommes plus très loin, considéré par beaucoup de Libanais comme un moment historique. Donc on verra si effectivement vous êtes d'accord avec cette appellation de mouvement historique. Historique et nouveau en tous les cas, puisque c'est un mouvement qui se déroule sur l'ensemble du territoire libanais et avec des mots d'ordre qui changent de ce qu'on a pu entendre dans des mouvements précédents. Et avec une volonté de la part des Libanais qui descendent dans la rue depuis donc presque 2 mois, de retrouver, de trouver un État, avec un grand E, un État qui soit en mesure d'assurer leur protection, de leur permettre de vivre normalement, si je puis dire, ce qui n'est pas toujours le cas, et d'éviter aussi l'immigration très forte des jeunes Libanais. Comme vous le savez, c'est un des pays qui exporte le plus de jeunes à travers le monde, et ça, c'est quand même en général signe de quelque chose qui ne fonctionne pas bien si la jeunesse n'a qu'une envie, qu'un rêve, qui est celui de partir. Et donc ce mouvement, de ce point de vue-là, est tout à fait nouveau. Il va au-delà des clivages. Alors, on connaît les clivages 14 mars, mi-mars. On a le sentiment là d'un nouveau logiciel qu'il faut complètement intégrer pour essayer non seulement d'analyser, mais de comprendre ce qui est en train de se jouer dans ce pays. Alors pour cela, nous avons découpé l'après-midi en 2 tables rondes. Donc, j'ai le plaisir d'animer cette première table ronde. Nous aurons 3 intervenants. Chiara, la 3e, va arriver. Mais comme c'est Ryan Haddad qui doit commencer, on va quand même y aller tout de suite pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Donc, première table ronde, il s'agit de faire un diagnostic de ce qui se passe, de la situation. Et pour cela, donc, nous allons avoir le plaisir d'entendre d'abord Ryan Haddad, qui est docteur en relations internationales de Sciences Po, qui est membre aussi du CCMO, le Cercle des chercheurs du Moyen-Orient, et qui est auteur, notamment, de Regards libanais sur la turbulence du monde, Kosovo, 11 septembre, Afghanistan et Irak. Voilà, donc on va commencer avec vous, Ryan. Donc vous avez 20 minutes, on va essayer de limiter les interventions à 20 minutes pour que vous ayez le temps après du dialogue, puisque c'est quand même l'intérêt aussi de ces rencontres à niveau, de laisser du temps au dialogue avec vous. Donc je vous cède la parole. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Je tiens tout d'abord à remercier l'IREMO pour l'invitation et aussi pour avoir consacré une journée pour discuter de la situation au Liban. On était justement en train de parler tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de... On n'est pas en train de mettre la lumière en fait sur ce qui se passe dans ce pays depuis maintenant à peu près 2 mois et dans le monde, et c'est quelque chose qui suscite énormément de déception au Liban justement parce qu'on a l'impression de vivre un moment historique et donc dans un tel moment on a aussi envie, enfin si on est libanais, si on est sur place et si on est en train de manifester pour essayer d'amener le changement, on a envie de ressentir un peu de solidarité de la part du monde entier. Voilà. Donc merci à Guillermo de consacrer encore une fois une journée pour évoquer ce sujet. Je vais parler tout d'abord de la prise de conscience, du caractère dysfonctionnel du communautarisme politique au Liban. Je vais parler ensuite des tournants majeurs qui ont précédé la prise de conscience et donc qui ont précédé la révolte du 17 octobre. Et puis je vais enfin parler des vertus du soulèvement populaire qui essaie d'amener le changement au Liban. Donc, première partie de mon intervention se rapporte au caractère dysfonctionnel de la gouvernance confessionnelle au Liban.
il est maintenant clair pour beaucoup de Libanais qu'il existe une corrélation entre la gouvernance confessionnelle, le clientélisme et la corruption. Cette corrélation n'allait pas de soi auparavant, mais maintenant elle devient très claire pour beaucoup de Libanais. C'est-à-dire que tout le monde se rend compte que le communautarisme politique est un système qui permet la captation des richesses de la part d'une classe dominante aux dépens de la justice sociale, aux dépens de la bonne tenue des finances publiques. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, on a compris que le communautarisme politique s'intéresse plus à la répartition et à la distribution des postes de pouvoir entre des leaders communautaires plutôt qu'à la définition de politiques publiques efficaces qui puissent assurer les services publics de base. Et c'est ce qui explique en gros pourquoi 30 ans après la fin de la guerre civile, le secteur de l'électricité est toujours défaillant au Liban. C'est même l'un des pires secteurs d'électricité au monde. Et il existe aussi une pénurie au niveau de l'eau. Et donc c'est un caractère dysfonctionnel qui est lié au fait que la classe politique au pouvoir s'intéresse plus à la répartition des postes qu'à la définition de politique publique efficace. Donc, troisième point, on a compris aussi que la répartition du pouvoir sur des bases communautaires est source de blocage institutionnel récurrent, qui ouvre la voie aux ingérences étrangères. On aboutit même à un système surréaliste où majorité et opposition siègent ensemble au sein du même gouvernement. Vous pouvez imaginer les blocages que cela implique. Pour débloquer n'importe quelle situation, on peut passer des mois et des mois avant de trouver une solution, parce qu'il faut satisfaire tous les partis qui sont représentés au sein du pouvoir, et donc ça peut durer très longtemps, y compris lorsqu'il s'agit de prendre des mesures d'urgence pour régler des questions essentielles qui touchent à la vie quotidienne. Quatrième point, on a compris enfin que la gouvernance confessionnelle sape les bases de la confiance sociale, car elle incite les leaders communautaires à instrumentaliser la peur de l'autre pour renforcer leur capital de légitimité identitaire et leur base politique. Et donc, l'un des avantages, et malheureusement au Liban, on a tardé à se rendre compte de la prise de conscience a été lente à se dessiner à ce niveau, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on n'a pas vraiment compris que c'était le système confessionnel en tant que tel qui était vicié à la base, et non pas une partie du système, parce que les leaders identitaires étaient très, très habiles pour donc justement instrumentaliser la part de l'autre pour asseoir leur propre légitimité. Et donc, il y avait pendant très longtemps beaucoup de Libanais qui pensaient que le véritable problème se situait au niveau du leadership de l'autre et non pas son propre leadership. Et là, l'un des changements majeurs qu'on peut voir avec le soulèvement populaire qui a lieu, c'est que l'un des points marquants de ce soulèvement, c'est que beaucoup de Libanais se sont rebellés contre leur propre leader identitaire avant même de critiquer les autres. Donc c'est un changement très, très important. Donc en gros, c'est, à mon avis, c'est les points que je viens d'évoquer, donc mettre l'accent sur le caractère dysfonctionnel de la gouvernance confessionnelle, c'est quelque chose qui commence à être vraiment à mettre beaucoup de monde d'accord, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Donc l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, ou la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été la taxe WhatsApp, donc, qui a suscité donc, le soulèvement populaire. Et c'était un moment important, mais ce n'est pas la taxe en tant que telle qui a provoqué la mobilisation des gens dans la rue. C'est quelque chose. Il y avait des griefs, des colères une colère qui était sourde, qui datait depuis plusieurs années auparavant, et donc j'aimerais évoquer avec vous les tournants, les points tournants qui ont précédé la prise de conscience
du caractère dysfonctionnel donc, de la gouvernance confessionnelle au Liban. En quelque sorte, la crise de 2019 est la fille de la guerre en Syrie, donc, qui est de 2011. Donc, ça remonte au déclenchement de la guerre en Syrie. Parce que, tout simplement parce qu'avant le déclenchement de la guerre en Syrie, la croissance au Liban atteignait 8%. Donc effectivement, tout le monde pouvait voir au Liban qu'il y avait une corruption qui était endémique. Mais lorsque vous avez une croissance de 8%, on est plus porté à être tolérant par rapport à cette corruption. Alors qu'après le déclenchement de la guerre en Syrie, la croissance est tombée à un chiffre qui atteint entre 0 et 1%. Donc depuis 2011 jusqu'à maintenant, la croissance au Liban est entre 0 et 1%. Donc à partir de là, c'est devenu de plus en plus difficile pour la population d'accepter la corruption endémique, parce que cette corruption s'accompagne d'inégalités sociales criantes. Et donc ce qui était admissible avant la guerre en Syrie l'est de moins en moins après la guerre en Syrie. Donc si vous voulez, le début, ce qu'on voit maintenant, en fait, remonte essentiellement à 2011. En tout cas, a commencé en 2011. Il faut aussi savoir, donc c'est là que le système clientéliste a commencé à se gripper, parce que, à cause de l'aggravation de la crise économique au Liban. Il y a un autre facteur qui a fait en sorte que le clientélisme, la machine du clientélisme s'est grippée au Liban, et est lié au fait que, pour des raisons différentes, l'Arabie Saoudite et l'Iran ont baissé leurs investissements, ou en tout cas leurs allocations financières dont profitaient leurs clients au Liban. Au cours des dernières années, l'Arabie Saoudite trouve de moins en moins d'intérêt à financer ses clients au Liban, parce qu'elle considère que le pays a basculé dans l'orbite iranien. Donc les Saoudiens ne voulaient plus continuer à investir à fond perdu. Et cela a affecté la capacité de la classe politique libanaise à s'acheter une clientèle, à s'acheter des allégeances de la part des citoyens. Du côté de l'Iran, alors pour des raisons différentes, essentiellement à cause des sanctions américaines, l'Iran a de moins en moins la possibilité de distribuer de l'argent donc à ses clients au Liban, et donc cela aussi a affecté la capacité du Hezbollah, par exemple, à assurer un rôle de redistribution sociale. Et donc cela a aussi contribué à gripper la machine du clientélisme au Liban. Et cela a affecté les couches sociales les plus défavorisées, parce qu'ils recevaient de moins en moins d'argent de la part de la classe politique qui était elle-même liée à des puissances étrangères. En même temps, il y a aussi eu un élément qui a aggravé la crise économique au Liban, qui est lié au fait que la diaspora libanaise faisait moins de transferts de fonds en direction du pays. C'est toujours des sommes qui sont considérables, et je crois que cela représente 17% du PIB. Je crois que c'est 7 milliards de dollars par an. Le niveau de transfert de fonds de la diaspora libanaise au pays. Au cours de ces dernières années, en raison de la crise économique en Europe, mais aussi en raison de la crise économique dans les pays du Golfe, ces transferts de fonds ont diminué. Donc cela a aussi contribué à gripper la machine économique, ça a contribué à gripper l'économie libanaise. Et ça a aussi augmenté la grenouille sociale, contribué à augmenter la grenouille sociale. Alors, on peut dire que la révolte d'octobre 2019 est en quelque sorte la fille de 2011, à cause de la guerre en Syrie, mais elle est aussi et surtout la fille de 2015. Donc la fille de la crise des ordures au Liban, la crise des déchets. Et c'est à ce moment-là que la dysfonctionnalité du système a été tellement flagrante qu'elle sautait aux yeux. Personne ne pouvait se voiler la face, tout le monde pouvait voir que la classe politique ou le pouvoir était complètement incapable de gérer quelque chose d'aussi basique que la collecte des ordures. Donc
la colère qui s'est manifestée donc, le 17 octobre remonte essentiellement à 2015 aussi. Et c'est là aussi qu'on a vu se constituer les premières associations de citoyens qui commençaient à s'organiser, des militants qui commençaient à s'organiser pour justement lutter contre l'incurie du gouvernement. Alors, si on est un jeune Libanais et qu'on essaye de trouver des solutions contre le chômage de masse, qu'on essaie de survivre dans le pays pour essayer de surmonter la crise politique et tout, alors un jeune Libanais, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il avait 3 solutions devant lui. Soit il choisissait l'exil, et essayer de trouver des débouchés professionnels, soit en Europe, soit dans les pays du Golfe. Et donc là, ça pourrait effectivement représenter une solution. En 2019, c'est de moins en moins facile pour un jeune Libanais de s'exiler, tout simplement parce qu'il y a une crise économique en Europe, et aussi parce que les pays du Golfe essaient de nationaliser leurs propres emplois, donc ce n'est plus une solution aussi évidente que ça n'était par le passé. Donc un jeune Libanais est plus poussé au fait à contester le pouvoir sur place plutôt qu'à choisir la voie de l'exil. C'est l'un des éléments aussi qui explique le fait qui a contribué au fait que le soulèvement populaire, dont les jeunes sont le fer de lance, a pu se manifester actuellement. Alors les autres solutions qui se présentaient aux jeunes, c'était choisir l'exil intérieur, c'est-à-dire que on ne peut pas s'exiler à l'étranger, mais on se constitue de notre propre bulle, on essaie de vivre à l'intérieur du pays avec notre cercle très restreint d'amis, on essaie de ne pas voir tous les méfaits qui se passent autour de nous, mais ce n'est plus une solution possible actuellement parce que, encore une fois, si on prend tout simplement l'exemple de la crise des déchets, vous ne pouvez pas faire abstraction d'une crise tellement flagrante qu'une crise de déchets qui est non traitée. Donc là aussi, ça a poussé énormément de jeunes à joindre les rangs du soulèvement populaire ou de la mobilisation. Il y avait une troisième solution aussi, qui était celle d'intégrer un système de patronage clientéliste, donc de profiter d'un système de patronage clientéliste, donc de profiter des services que pouvait offrir la classe politique. Mais encore une fois, après la crise, la guerre en Syrie et tout, et après la baisse des investissements saoudiens et iraniens au Liban, la classe politique a eu de moins en moins la possibilité de s'acheter une allégeance auprès des citoyens, et c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de couches sociales défavorisées qui étaient plutôt qui choisissaient la voie de l'apathie au niveau des revendications politiques, qui s'est joint aussi au soulèvement populaire. Donc voilà. Je vais parler maintenant des vertus du soulèvement populaire. Alors, vertu, c'est un terme que j'emprunte au journaliste Pierre Aski, qui a écrit un très bel article sur justement les vertus du soulèvement populaire il y a une semaine dans la revue L'Obs. On peut considérer tout d'abord que la révolte du 17 octobre représente une revanche du social sur l'identitaire, c'est-à-dire qu'une grande partie de la jeunesse adopte un logiciel post-identitaire et réclame la constitution d'un État civil sans la médiation des communautés. Et donc on assiste en quelque sorte à l'émergence d'une citoyenneté libanaise, ce qui représente un changement sociétal fondamental. Alors c'est quelque chose de très important parce que ça invalide toutes les théories qui considèrent qu'une société communautaire est une société qui existe naturellement et qui ne relève pas d'une construction sociale. Ce qui se passe actuellement au Liban est en train de montrer, enfin d'illustrer, une société communautaire est toujours une construction, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choix possibles et d'autres modes d'organisation de la vie politique qui sont possibles. Ce n'est pas parce qu'une société est multiconfessionnelle qu'il faut obligatoirement opter pour un mode de gouvernement confessionnel, enfin, ou opter pour le mode de gouvernance confessionnelle. Et c'est pour ça que le soulèvement populaire au Liban est très important, parce que
on peut servir d'exemple à beaucoup de sociétés au Moyen-Orient, mais même ailleurs, qui souffrent justement du communautarisme. En évoquant le cas libanais, je peux aussi bien entendu évoquer le cas irakien. En Irak aussi, ce qui se passe actuellement invalide la théorie selon laquelle le mode de gouvernance confessionnelle serait le mode de gouvernance le plus adapté pour des sociétés multiconfessionnelles. Et à noter aussi que ce qui se passe au Liban, mais aussi en Irak, invalide la théorie selon laquelle il faudrait appréhender tous les événements de la région sous l'angle d'un conflit entre sunnites et chiites. On a bien vu au Liban que beaucoup de chiites se sont joints donc à la mobilisation populaire. On a vu un début d'effritement alors c'est un début, hein, mais un début d'effritement du consensus chiite autour du Hezbollah. Et ce sont des éléments très importants à garder en tête et pour justement ne pas choisir la voie de la facilité et appréhender tous les événements de la région à partir sous le prisme d'un conflit entre sunnites et chiites. Malheureusement, ces dernières années, au cours de la dernière décennie, au niveau enfin, ce qu'on a pu lire dans la presse, ce qu'on a pu voir à la télé, ce qu'on a pu entendre à la télé, il y avait malheureusement, on a trop mis l'accent sur les clivages sunnites chiites comme clé de voûte, comme explicatif des événements de la région. La révolte du 17 octobre représente une revanche du local sur le global, parce qu'on assiste à une sorte de renversement de problématiques, c'est-à-dire qu'au Liban, on avait l'impression auparavant que tous les événements au Liban étaient dictés par une sorte d'agenda international ou d'agenda régional. Ce qui se passe au Liban maintenant donne le sentiment que les jeunes, mais pas seulement les jeunes, c'est un mouvement transgénérationnel, a repris en main, a permis aux citoyens libanais de reprendre en main les destinées de leur propre pays, indépendamment des agendas de l'étranger ou des puissances étrangères. C'est un renversement de problématiques qui est très important. Et donc c'est important à le souligner aussi. Alors, c'est vrai qu'il s'agit d'une revanche locale sur le global, mais en même temps, ce qui se passe au Liban s'inscrit aussi dans un cadre plus global, parce qu'il y a des similarités entre ce qui se passe au Liban actuellement et ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe au Soudan. Et dans ce cadre-là, on peut dire que le soulèvement populaire au Liban s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la deuxième vague des révolutions arabes. Mais aussi au-delà, c'est-à-dire qu'il y a des ressemblances, des similarités avec ce qui se passe dans un pays comme le Chili, par exemple. Donc, si on doit résumer, c'est pour dire que les inégalités sociales sont devenues une thématique essentielle de l'agenda mondial actuel. Et cela touche le Liban comme cela touche d'autres pays. Alors, parmi les vertus du soulèvement populaire, on pourrait signaler qu'il a réussi à pousser donc, le Premier ministre Hariri à la démission. Et c'est quelque chose de très important parce que les citoyens libanais se sont rendus compte qu'ils ont une capacité d'amener le changement dans leur pays grâce à une mobilisation quotidienne. Et donc le fait d'insuffler cette croyance en la possibilité d'amener le changement à travers une action collective locale, c'est un élément fondamental qu'on peut relever par rapport au soulèvement populaire au Liban. Enfin, on peut dire que la mobilisation populaire est l'occasion de nombreux débats démocratiques sur la place publique. On assiste à une profusion de pratiques délibératives qui tournent autour des conceptions du bien commun. C'est quelque chose de très intéressant parce que ce qu'on est en train de voir tout simplement, c'est une société
qui s'attache aux valeurs de la démocratie et donc qui mérite effectivement d'être soutenu rien que pour cela. Je voulais, pour conclure, juste parler des 3 dangers qui, à mon avis, guettent le mouvement de contestation et le Liban de façon générale. Premièrement, l'effondrement économique, qui est tout à fait possible. Deuxièmement, une déstabilisation sécuritaire, qui serait menée par les forces de la contre-révolution ou les forces de la classe politique dominante actuellement au pouvoir. Et troisièmement, une désillusion très grande de la jeunesse, si jamais le soulèvement populaire n'arrivait pas à concrétiser ses revendications. Donc une désillusion très grande de la jeunesse qui pousserait une grande partie des jeunes qui en ont encore la capacité à choisir la voie de l'exil. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation, ce panorama qui est extrêmement complet, qui touche déjà à beaucoup ça soulève énormément de questions et je pense que ça permet d'avoir une idée assez claire des ressorts de cette mobilisation et les questions que vous posez, et avec les 3 dangers que vous avez évoqués, à savoir l'effondrement économique qui est déjà en partie là, c'est de ce que je comprends de la situation, avec un nombre incroyable d'entreprises qui ont déjà fermé, et beaucoup de Libanais qui sont aujourd'hui au chômage en raison de la situation. Donc on est déjà dans cet effondrement économique. Et les 2 autres points, effectivement, qui mériteront, je pense aussi, qu'on discute. Je vais donner la parole à Roland Vinachi, qui est chercheur associé au département d'études politiques et d'administration publique à l'Université américaine de Beyrouth, et qui, lui, est ensuite un spécialiste de la gestion des ressources naturelles, des politiques de l'eau et de la justice sociale et écologique. Donc là, je pense qu'on est en plein aussi dans les revendications telles qu'elles sont portées par les manifestants aujourd'hui, puisqu'on a vu que la cause aussi écologique est en train d'apparaître depuis maintenant quelques années. Et le Liban, je crois, en a bien besoin quand on voit le désastre écologique auquel on assiste dans ce pays. Et donc, c'est vrai que la réflexion sur ces questions et d'une façon plus générale, l'économie politique du pays va être une approche qui va nous permettre, je crois, de compléter ce panorama de la situation dans cette première table ronde de ce soulèvement que nous voyons à l'œuvre au Liban depuis trop de mois. Vous avez la parole. Merci Agnès, merci pour l'Irémo pour l'invitation. Ça va continuer sur les mêmes principes que mes deux collègues. Samuel Frangi, c'est un très bon ami. On avait le bureau collé il y a 3 mois. Donc, et il me manque. Donc, juste pour dire que notre cœur, souvent, est à Beyrouth, mais notre mental nous dit peut-être qu'on a bien fait de retourner ou d'avoir quitté parce que ça dégringole. Le pays dégringole, le pillage continue. Les injustices sociales s'engouffrent, donc la situation au pays ne s'annonce pas bien. Je pense qu'on sent seulement la chaleur de la crise jusqu'à maintenant. On n'est pas encore approché de, si on veut, l'œil du typhon, mais on s'en approche précipitamment. Donc, mais toutefois, ça a injecté un peu d'espoir, cette révolution. Ça, c'est de mon côté. J'ai beaucoup de questionnements, c'est pour cela c'est que des questions, ma présentation. J'ai quelques slides, c'est plutôt quantitatif que qualitatif, donc ça fait aussi la transition. Une révolution libanaise spontanée, est-ce qu'elle est vraiment spontanée? On a entendu dire que c'est les filles d'autres crises qui ont survenu auparavant. Est-ce qu'elle est latente? Est-ce que les partisans de Hezbollah un jour vont mettre de côté complètement cette identité et marcher avec les foules? Est-ce qu'elle est permanente? On sait que le confessionnalisme libanais a 160 ans depuis le règlement organique en 1861 et a toujours eu des crises et des révolutions et des crises et des révolutions, que ce soit comme ici il y a eu les Canucks, la révolution des soyeux de Lyon, ça s'est transporté au Liban. Il y avait les paysans aussi qui demandaient plus de justice et de terre. On est parallèle. Le monde, ça fait le capitalisme rend le monde petit en quelque sorte. Le splendeur de la révolution au Liban ne réside pas seulement dans sa spontanéité, son absence de leader comme on en voit. Il n'y a pas un leader. Et même s'il y a quelqu'un qui ose faire le leader, il est complètement mis de côté. Ça tamise pas mal cette révolution au Liban. Donc ce qui est quelque chose de très bien. Mais plutôt c'est une révélation forte et collective des multiples demandes qui se chevauchent, qui ne sont pas
ça fait longtemps qu'ils sont là, qui étaient séparés et qui se retrouvent dans les rues, dans les sit-ins. On parle des femmes qui demandent de transmettre la nationalité, c'est quand même quelque chose d'universel. Les parents de disparus qui demandent justice, qui demandent de savoir où sont leurs enfants, des demandes d'un État laïque et inclusif, payer les retraites quand même, il y a des impayés de retraite maintenant, les retraités de l'armée, les voix pour une économie juste et sociale, contre des projets de barrages, des grands barrages ou tous ces projets-là qui sont suspendus depuis des dizaines d'années, qui ressortent et qui rejaillissent, alors qu'ici on en débarrasse des barrages. Ou la libération du littoral. Pendant la guerre civile, 90% du littoral libanais a été occupé par illégalement. Donc toutes ces demandes sont toutes vertueuses et à supporter. Donc, toutefois, ils sont tous unis sous le même slogan qui est « Le peuple veut la chute du régime ou du gouvernement ». Donc, que ce soit, je pense, du Rif du Maroc jusqu'à Téhéran aujourd'hui, de la place Tahrir à la place Taksim, jusqu'à la place Nation, d'ailleurs, c'est le même slogan. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde, c'est le néolibéralisme qui est transversal à tous nos pays. Donc, il faut pas une nouvelle. On va parler de la grille de lecture du cas libanais, mais je pense qu'il y a quelque chose. C'est comme on vivait en 1985 sur la place. On était sur la place rouge à Moscou, on demande c'est quoi le régime. On est sous le néolibéralisme. Donc, ça, c'est clair. On en parlera. Comment il fait au Liban. Donc, que ce soit, donc vous connaissez tous la dégradation écologique, les loyers élevés, les salaires stagnants, les dettes insupportables, les services publics, on voit que ce soit l'éducation, la santé, le transport en commun qui sont privatisés, mais qui se marient toutefois très bien avec des guerres perpétuelles comme on en voit, qui sont sans fin. Mais à titre spectaculaire, au Liban particulièrement, il y a beaucoup de pays, ces crises sociales ont commencé dès le 19e siècle avec le cessez-le-feu et le mercantilisme. Le Liban, il est le seul pays à être gouverné aujourd'hui économiquement par un régime de laisser-faire. On l'est même constitutionnellement dit, et il est toujours dans la constitution libanaise. Et quelque chose qui manque à la révolution aujourd'hui, c'est le changement de constitution. Il y a beaucoup pour cela, radical ou de velours, il y a beaucoup qui disent « Ah, mais appliquons la constitution pour que les choses se passent bien ». Non, il faut changer. Il n'y a aucune révolution sans changement de constitution. Et personne ne soulève ce slogan pour moi, je crois qu'il est assez important. Je ne vais pas revenir sur la théorie de la grande transformation de Polanyi, mais j'aime bien cette pendule où on a un État, il y a le marché, il y a la société, et l'État pendule entre les deux, il était pendant longtemps à côté du marché. Là, il y a une révolution qui essaye de tirer les choses, on verra les choses où ça va mener. Donc, toutefois, cette injustice au Liban s'est cristallisée avec la taxe WhatsApp. Je ne suis pas contre de dire que c'est la taxe WhatsApp au Liban, mais il y a quelque chose de très important. Oui, merci. À cause d'un duopole au Liban de télécoms qui sont MTC et Alpha, qui sont deux compagnies politiquement liées à deux premiers ministres, les Libanais se sont trouvés dans une situation où le WhatsApp, c'est une méthode la moins chère pour contacter leurs parents, que ce soit à l'étranger, on vient de parler de la diaspora libanaise. Entre eux, c'était la façon la moins chère, bien que le millibit au Liban, c'est extrêmement... mais le mégabit au Liban, c'est extrêmement cher. On parle de 35 centimes, c'est la facture de téléphone la plus chère au monde. Et sachant que une bonne partie de recettes de l'État viennent des deux compagnies de téléphone, ça ramène 2 milliards, donc c'est un peu plus que 10% des recettes de l'État qui viennent de ces deux duopoles. La seule façon de trouver une taxe régressive, c'est de mettre une taxe WhatsApp. Une fois qu'on ouvre WhatsApp par jour, c'est 20 centimes. Donc c'est quelque chose, ils ont trouvé, et tout le monde était d'accord, il y avait tout le monde sur la table, tous les ministres, le gouvernement aujourd'hui représente tout le monde était d'accord. 2 jours auparavant, du 17 octobre, il y avait les grands feux, ça ravageait partout au Liban. Il n'y avait pas de moyens de pompiers pour aller éteindre les feux aussi. C'était je pense le premier à avoir demandé à descendre et à manifester, c'était un petit groupe qui s'appelle les Haki, et c'était ces deux revendications. On n'en veut pas de votre taxe régressive, et en plus vous n'avez pas su gérer les braises sont toujours dans les forêts. Donc ça c'est quelque chose de très important à noter. Donc ici on voit que le Liban, effectivement, c'est parmi les pays, je vais revenir à ça.
donc, revenons au confessionnalisme politique qui a été introduit au Liban il y a 160 ans, sous Empire français, anglais, qui faisait la pression sur l'Empire ottoman pour reconnaître le droit des maronites à vivre dans cet espace de doctrine hanafite. Donc on ne va pas revenir sur tout ça, je ne vais pas m'attarder longtemps. Toutefois, cette séparation conceptuelle entre l'État et les confessions, c'est ce que Agnès disait, qu'il y a des nouvelles grilles de lecture qu'il faut actuellement reconditionner un tout petit peu. C'est cette grille de lecture du cas libanais depuis le concept du pluralisme culturel, comme quoi le Liban, grâce à ses confessions, c'est un pluralisme confessionnel, et pour le maintenir dans une stabilité sécuritaire, on a créé pour vous le confessionnalisme. Mais le confessionnalisme, c'était toutefois une relation de dominance de classe. Il y avait la Zouama, c'était le langage de tous les jours, c'est la Zouama qui était avant féodale au temps des Ottomans, qui est devenue marchande des bancaires au temps des mandats français, par connivence, il faut le dire, et qui aujourd'hui, actuellement, s'emprise avec les chefs de guerre de la politique libanaise actuelle. Donc cette Zouama a été formée, c'est un assemblage depuis dans le passé jusqu'à aujourd'hui, et leur pouvoir économique actuellement. Donc c'est l'économie politique du pays qu'il faut regarder pour saisir ce qui se passe aujourd'hui en tant qu'injustice sociale et ce que je vais appeler aujourd'hui le conseil des pilleurs, si on ose dire. Comment ça s'est formé. Donc il est très important que cette conception de pluralisme culturel soit redéfinie. Donc il y a une relation de dominance qu'il faut remettre en place afin de comprendre cette relation de dominance dans la société libanaise. Donc cet état confessionnel a permis toutefois d'obstruer les injustices de classe en s'appuyant en revanche sur les identités sectaires. Je pense que tous les quatre ici, on est d'accord sur ça. Donc dire que en plus des identités communautaires qui ont été davantage enracinées après la guerre que pendant la guerre. Donc on connaît le Hezbollah, son plus pire ennemi c'était Amal pendant la guerre, c'était l'autre fraction chiite. Donc dire que la guerre libanaise était religieuse, pour moi c'est simpliste pour ne pas dire faux. Ça c'est faux. D'accord. Donc ça c'est, il y en a beaucoup qui pourront le dire, je ne sais pas si on est d'accord, mais je l'entends beaucoup dire. Donc autant dire les choses comme elles sont. Donc le régime confessionnel politique libanais est avant tout un assemblage de pouvoirs économiques où l'oligarchie politique détient les rênes de tous les secteurs économiques. À noter les banques, les industriels, les importateurs de produits, les industries de construction, les carrières, les développeurs immobiliers, et une poignée de compagnies de consultance d'ingénierie qui gagnent à tout prix les marchés des travaux publics. Aujourd'hui, il y a une nomination du plus grand parmi eux qui est Khatib, donc c'est le monopole, si on peut dire, des travaux publics au Liban. Une poignée, donc le cartel de fioul qu'on a pas mal entendu parler aujourd'hui, ces derniers jours, voire même les terres agricoles. Donc on a dit que c'est historique quand même, je vais le démontrer rapidement. Donc ça, désolé pour ceux qui... je vais les traduire, mais en fait, ça c'est les superficies des plus grands propriétaires, les plus grands propriétaires terriens au Liban. Donc ça c'est une parcelle. Donc le premier c'est un monastère. Donc confessionnalisme, waqf, terre religieuse, connivence impériale, tout ça, c'est toujours un monastère qui possède la plus grande parcelle qui fait 40 millions de mètres carrés pour un petit pays, c'est immense. Donc le deuxième, c'est Asim Anso, c'est un député du Baas syrien qui est le seul à accéder au fleuve du As, c'est parce qu'il a une bonne relation avec la Syrie, donc l'Oronte qui passe par la Syrie, donc c'est le seul à accéder à l'Oronte. On y va après. Donc le quatrième c'est un autre monastère, le cinquième c'est un féodal de famille Khazan qui possède la montagne du Kesselwan, c'est la montagne d'un département en entier on peut dire. Donc ensuite on a les héritiers de Rafi al-Halil, on est toujours au cinquième. Les héritiers de Rafi al-Halil ils sont censés être banquiers. Attendez, c'est des businessmen, on diversifie notre portfolio, on achète des villages entiers, ça va. Donc pour vous dire, donc ça c'est les propriétés, c'est le secteur primaire agricole. Donc le deuxième, c'est un travail qui a été fait par Jad Chaban, un ami, un collègue, donc, qui a cherché ceux qui possèdent les plus grandes
qui sont les plus grands créanciers ou qui sont les plus grands déteneurs de banques au Liban, on retrouve les mêmes, c'est les Hariri, c'est le Qassar, c'est le Sahnawi, chacun avec des affiliations, soit avec Aoun, soit avec Hezbollah, soit avec Amal, soit avec tous les partis politiques. Okay, donc ça c'est au niveau banquier. Ça, le deuxième graphe, c'est un travail fait par Lydia Aswad, c'est une étudiante de Thomas Piketty qui a fait ce graphe. Elle a trouvé qu'en fait 23 ou 24%, la fortune des Libanais les plus riches forme 23% du pays, ce qui est énorme. Un travail aussi remarquable qu'elle a trouvé, Lydia, c'est en fait en faisant, vous connaissez le travail de Piketty, elle a pris plutôt les États-Unis et la France dans son avant-dernier livre. Mon Lydia a regardé sur le cas libanais. Par exemple, 1% des plus riches détiennent, donc c'est la ligne noire, le Liban, détiennent à peu près 25% des revenus, alors que 50% des plus pauvres détiennent environ 10% des revenus. Et ça, c'est seulement les données de ceux qui ont déclaré leurs revenus. Donc voilà, donc, sachant que le Liban, c'est le 7e paradis fiscal au monde, c'est un des premiers pays avec HSBC, Leaks et tout, Swiss Leaks, c'est vraiment épatant comment, en fait, on va continuer sur ça, comment ils ont fait pour vider le pays, qui a volé, comment ils ont filé. Donc la Deuxième République, donc je vais l'appeler, moi ce concept de bandits stationnaires, Goldson, et de bandits maraudeurs qui sont durant la guerre maraudeurs, ils essayent de piquer la rue, mettre des taxes sur cet immeuble, mettre des taxes de quartier, et après qu'ils deviennent stationnaires, ils deviennent avec des cravates, assis dans un parlement. C'est ce qui s'est passé au Liban. Donc, pardon ? Plus les assassins. Oui, ils ont toujours des arrière-pensées sans doute. Le Liban post-Taïf était gouverné par une coalition d'hommes d'affaires, de chefs de guerre et de banques, tous mis sous la tutelle du régime baas syrien. Ce trio a formé ce que l'on pourrait appeler le conseil d'administration de pilleurs du Liban. Dans les années 1970, on parlait d'un consortium de 50. Aujourd'hui, on les nommait. Dans la Fawaz Travel, c'est le nom, il a un tableau, il est nomme 1, 2, 3, 4, jusqu'à 50. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 200, 400. On peut les nommer, on n'a pas fait cet exercice, on le fera. Donc, qui détiennent l'économie formelle, informelle, légale, illégale, légitime ou illégitime. La répartition des rôles était exacte entre ces trois composantes, chefs de guerre, banquiers et les entrepreneurs qui se sont engagés à reconstruire le pays. Les conséquences étaient désastreuses dès le départ. On prenait solidaire. C'était la cerise sur le gâteau, c'était faire razzia du centre-ville de Beyrouth et reconstruire des tours. Donc il n'y a plus d'armes pour Beyrouth, il y en a pas mal de mouvements pour ça. Donc au départ, le Liban a été réduit à Beyrouth jusqu'à l'avènement des bailleurs de fonds prêts à investir dans l'infrastructure du pays. Donc, et là, on va revenir sur ce qui se passe aujourd'hui avec la politique de la France envers le Liban, notamment la conférence de Cèdre et tout ça. Donc il y a eu Paris 1, 2, 3, 4, ils sont tous déroulés à Paris, et finalement il y a eu le 4, ça s'appelle Cèdre, qui se préparait déjà, sachant que ça s'est préparé déjà depuis 1977, donc 2 années après la guerre civile, un homme d'affaires qui s'appelle Rafi El-Hariri, qui détenait Saoudi Roger, a proposé au président de la République, en pas 2 années, on va faire une évaluation des dégâts et on va reconstruire le pays. Donc c'est les mêmes projets que depuis 1978 qui ont été remis sur la table durant la reconstruction et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Cèdre. Donc ça fait 40 ans. Donc Cèdre, c'est en fait les mêmes projets. Donc à leur tour, les seigneurs de guerre ont ciblé la structure de l'État, donc les transformant en sphères d'influence qui recyclaient leurs dispositifs itinérants, donc quand ils étaient des maraudeurs, et les transformer en appareil officiel de l'État, formant le passage du banditisme maraudeur au banditisme stationnaire. En conclusion, l'État libanais était le protecteur des intérêts privés. Pour leur part, les banquiers ont financé la reconstruction et l'extension de l'organe exécutif des secteurs publics et privés. En revanche, ils ont perçu des recettes représentant environ la moitié des recettes de l'État. Donc aujourd'hui, la moitié de recettes de l'État part à payer la dette publique. C'est immense. Donc 35% part à payer les salaires, et on verra ce que ça veut dire les salaires au Liban. Donc, pour vous dire ça, c'est en fait ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement
là, on peut voir, c'est un pays qui importe beaucoup, qui a besoin de liquidités. La crise financière mondiale a fait que il y a pas mal de capitaux de Libanais qui se sont venus au Liban. Donc c'était une bonanza, si je sais que le mot existe, une bonanza, c'est... pardon. Pardon. Eldorado, c'était un Eldorado, exactement. C'était un Eldorado pour les investisseurs non résidents, libanais souvent, mais non résidents, qui venaient investir au Liban à cause de la crise internationale. Donc, cette bulle spéculative a été liée en grande partie à l'immobilier au Liban. Donc, c'était, la Banque centrale, comment elle a fait pour piller tout ça? Elle a augmenté les taux d'intérêt pour prendre le plus des capitaux du marché. Et en contrepartie, c'était les capitaux en dollars. Donc, ils ont augmenté les taux en dollars pour un pays qui tamponne pas des dollars, qui imprime pas de dollars, il veut des dollars. Il fait, on vous promet qu'on vous déboursera ça, par exemple, et ça touchait à 10% les taux d'intérêt, ce qui aujourd'hui on est à moins que 1% en Europe, ça monte à 10%, ça a monté en une nuit à 42% des bons de trésor au Liban, 42% sur 3 ans. Donc ça a attiré beaucoup de dollars du marché, et en contrepartie ils donnaient des livres libanaises pour le secteur immobilier. C'était un peu ça, et en commençant par la crise, on voyait que les clients déposaient leur argent, mais en parallèle, l'argent que les clients déposaient dans les banques commerciales finissait à la banque centrale. Donc on voit les deposits with the central bank, c'était parallèle. Donc c'est l'argent des citoyens, des résidents non résidents, qui ont été recyclés avec la banque centrale. En même temps, en parallèle, le boom spéculatif immobilier, il a dégringolé. Donc, comme on voit ici depuis 2011, ça a duré à peine 2-3 ans, c'était une boule immobilière et paf, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il y a plein de maisons vides, toutes des tours et tout qui sont complètement vides. Donc à ce niveau-là, au niveau de l'appareil de l'État, il s'agissait de sécuriser l'infrastructure technique nécessaire au pillage. Donc il y avait ceux qu'on a appelés les technocrates, qui contrôlaient des entités clés telles que le ministère des Finances, le Conseil de développement et de la reconstruction, la Banque du Liban et le ministère de l'économie, d'où le fondement du règne de Nafi el-Hariri. C'est les garçons de Nafi el-Hariri en quelque sorte qui ont pris le flambeau, même sous le régime syrien pendant 15 ans. Dans cette scène et pendant 15 ans, le régime syrien a assuré le dos du Conseil du pillage du Liban et était un puissant gardien et partenaire spéculatif dans le pillage. Après 2005, les technocrates ont résisté au vide créé par le départ du régime syrien. Mais après l'accord de Doha, où ils ont nominé un nouveau président, ce groupe est devenu le sponsor officiel du régime libanais et de son conseil. Donc la moitié de la phase qui nous sépare de 2015, donc ça fait 30 ans depuis la guerre civile, 15 ans en 2005, 15 ans aujourd'hui, donc ça a connu des vides. Donc depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, donc on a connu 7 ans et demi, donc la moitié de ces 15 ans, en fait, soit sans gouvernement, soit sans président, soit sans budget, et sans même l'Assemblée générale a osé se renouveler 2 fois elle-même. Donc, mais ça a tenu. Donc, qu'il soit là ou pas. Donc la moitié de. Donc voilà. Donc le Conseil des pilleurs a perduré jusqu'à la Révolution d'octobre. Donc les bureaucrates, les chefs de guerre et les entrepreneurs se sont battus pour accroître leur butin. Les banquiers financent le processus de pillage, accumulent plus de profits et partagent des miettes aux citoyens. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est quelque chose assez politique au niveau. On voit qu'à partir de 2017, novembre 2017, en fait, les réserves en devises étrangères commencent à descendre. Donc aujourd'hui, là, c'est 50 milliards. Aujourd'hui, on parle de 30 milliards. Donc c'est le gouverneur de la Banque mondiale qui a donné le chiffre. On n'est plus la Banque centrale. Donc, Donc on était là, selon ce graphe, à 50. Aujourd'hui, on est à 30. Mais il y a un point assez culminant qui est en fin 2017. C'est en fait quand Hariri a été arrêté
en Arabie Saoudite. Donc novembre 2017, il y a beaucoup de Saoudiens, on peut dire il y a beaucoup de la confiance dans l'économie libanaise, c'est dégringolé. Donc on voit actuellement que ça a monté jusqu'à 55 milliards et depuis qu'il était arrêté à Riyad, les choses ne vont pas bien au niveau de l'économie libanaise. Donc sachant qu'avec les 30 milliards, la balance de paiement, c'est un peu technique, mais la balance de paiement l'année prochaine, elle sera négative au Liban. Donc on a 30 milliards, on a 20 milliards d'imports qu'on doit payer avec ces 30 milliards, et on a des arriérés de la dette, donc on n'aura plus de sous, on n'aura que les livres libanaises qui valent aujourd'hui que c'est des feuilles de Monopoly. Donc c'est vrai, ça a monté, ça a dévalué. Donc à noter que le Liban aurait un déficit, donc avec les sanctions et la crise, donc les sanctions sur le Hezbollah et la crise financière, une chose simple est arrivée, le régime a perdu la confiance des fournisseurs de dollars, comme on voit, ainsi que le mythe que le secteur bancaire libanais est le bouclier du pays. C'est un mythe et une narrative qu'on entend beaucoup. Au contraire, le système Ponzi, parce que c'est un système Ponzi ce qu'ils ont fait, financier du pays, s'est mis en lumière. Les taux d'intérêt élevés comparés au monde pour encourager les placements ne sont que chimères, créant en parallèle une économie rentière basée sur les intérêts et les rentes immobilières. Le Liban n'est pas productif, malheureusement. Même je sais pas, même le hummus, on l'achète, je vous assure, le pois chiche, on l'achète de Belgique. Donc, mais, malheureusement. Donc là, en revenant au budget, on a dit que 35, le tiers du budget du pays part pour financer la dette. Et il y a l'autre tiers pour financer les salaires. Mais qui sont ces salaires? Est-ce que c'est des fonctionnaires? Est-ce que c'est vraiment du patronage? Non, c'est interdit sous le néolibéralisme. Et il faut arrêter le secteur public, il faut le réduire à néant pour privatiser. En fait, quand on parle, et ça c'est le rapport McKinsey qui fait comme quoi le Liban, regardez 33%, mais regardez en Arabie Unie, c'est que 15%. Les fonctionnaires. Mais qui sont ces fonctionnaires? En fait, on regarde le tableau d'à côté, on voit que 80% de ces salaires sont l'armée. Ce n'est pas les fonctionnaires de l'eau, de l'électricité. Non, cela n'existe plus quasiment au Liban. On a bien préparé le terrain pour la privatisation. Et c'est ce qui s'annonce actuellement. Donc, on voit que 80% des salaires, c'est les militaires, c'est les retraités des militaires. Quelque chose, je n'ai pas trouvé plus récent que ça. Voilà, plus récent que ça en fait, mais en fait ça c'est les fonctionnaires qui persistent en 2011 je pense. Aujourd'hui on peut imaginer que les chiffres sont encore plus réduits, donc les postes vacants pouvaient monter à 70%. Donc c'est des postes vacants que pour avoir l'argent des bailleurs de fonds, c'est sous condition. Donc les conditions, c'est que vous ne vous employez pas dans la fonction publique pour alléger votre budget pour nous payer après. Donc c'est comme on fait une hypothèque chez quelqu'un, c'est la même chose. On a hypothéqué notre bien public chez les bailleurs de fonds qui sont actuellement la Banque mondiale, l'AFD, c'est les argents du contribuable aussi, donc, qui partaient actuellement au Liban, financer des projets d'infrastructure. Par exemple, il y a 60 stations d'épuration au Liban, il y en a une bonne douzaine que l'AFD a financées. Sur les 60, il n'y en a que 2 qui fonctionnent. Donc, ça c'est de la dette publique. Ça, c'est de la dette publique sur les Libanais. C'est un investissement pour les Français. Parce que les Libanais, ils rentabilisent bien leur dette externe. Mais il faut savoir que aussi, c'est des choses, il faut faire pointer dessus. C'est ça, en fait. Donc, on trouve que ça monte. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on est au-delà de 70% des postes de fonctionnaires sont vacants. C'est immense. Donc donc ça, c'est l'argent qui est promis par CETRE. C'est 11 milliards de dollars, et la France qui est elle est négligeable, mais bon, on voit bien que c'est plutôt du crédit plutôt que des dons pour la prunelle de nos yeux, c'est plutôt du crédit. Donc oui, c'est 20 milliards sur les 100 milliards de la dette publique qui sont à l'étranger pour ces institutions-là. Donc ils en font partie à ne pas oublier, c'est pas que la corruption nationale, c'est aussi, il y a le système international qui en bénéficie, et le gouvernement français en fait partie. Donc les problèmes, à part les services publics en complète dégradation, on a les questions d'écologie, les carrières, les barrages, en parlant du financement
des révolutionnaires par les ambassades. Moi, j'ai eu par la ministre de l'énergie et de l'eau au Liban une lettre envoyée au président de la fac, parce que je critiquais les barrages et les politiques de privatisation de l'eau, qui disait que ce que M. Riachi s'est permis de dire, c'est pas pour l'avantage du pays, mais c'est certainement dans l'intérêt de l'anomitionniste. Donc, imaginez critiquer le pays, critiquer le gouvernement au Liban vaut des menaces. On peut tomber sur un taré qui la croit. Mais bon, juste pour finir, au-delà de ça, il reste quand même quelques petites initiatives au niveau local. Et moi, j'ai beaucoup plus d'espoir sur ces initiatives locales que CEDRE. Ça, c'est des camarades à Tripoli qui ont trouvé en fait à côté de leur tente un petit bout de terre et ils ont planté. Je pense que ça sera le baromètre de la révolution, si ça s'étend ou si on les piétine. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous trois pour ces présentations qui sont extrêmement complémentaires et qui vous permettent, je crois, d'y voir beaucoup plus clair sur l'état de la situation. Situation quand même catastrophique, et la dernière intervention le démontre largement, un pays qui est quand même dans une situation financière, économique absolument catastrophique, et avec cette nouvelle donne, si je puis dire, c'est que jusque-là on avait le sentiment que dès que le pays allait mal, il y avait une mobilisation de la communauté internationale pour sauver le Liban. Or aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça ne fonctionne plus. Vous l'avez très bien démontré, et la France en tête qui dit qu'elle ne donnera plus d'argent au Liban comme ça. Et donc là, on est rentré dans une nouvelle phase où il n'y a plus cette mobilisation de la communauté internationale qu'on a toujours connue, et donc que les Libanais souvent disent mais il y a toujours le miracle libanais qui va venir, à savoir on va venir nous aider. Là, le sentiment, c'est que la situation est radicalement différente de ce point de vue-là. C'est que tout ce qui s'est passé auparavant et qui n'a pas permis justement que l'argent investi permette le développement d'infrastructures et règle les questions vraiment structurelles de l'économie. Donc aujourd'hui, cette communauté internationale ne veut plus effectivement mettre l'argent à fond perdu, à juste titre, me semble-t-il. Et ce qui fait que la situation aujourd'hui est critique, c'est parce qu'il n'y a plus justement cet apport d'argent aussi de l'extérieur. Il y a un refus des réformes demandées aussi. Et bien sûr, et s'il n'y a pas cet argent, c'est parce qu'il y a un refus des réformes de la part du gouvernement qui est absolument incapable. Le citoyen, le gouvernement est prêt à se laisser aller avec les réformes demandées par CEDRE, mais les Libanais n'en veulent pas. Non, parce que ça ne correspond plus. Correspond. Ils ont trop attendu, si je puis dire, pour que ça soit audible par les citoyens. Donc on est vraiment dans une situation, de ce point de vue-là, tout à fait nouvelle. C'est ça que je parlais tout à l'heure de moments historiques, en tous les cas, dans ce qui est en train de se passer. Vous avez maintenant la parole. Nous avons 35 minutes, donc profitez-en. Je pense qu'il va y avoir un nombre de questions. Alors, je vais peut-être en regrouper 2 ou 3, puisqu'il risque d'y en avoir beaucoup. Ok, allez-y. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Je dois avouer à titre personnel, je suis allé très souvent au Liban, mais c'est un pays que je découvre maintenant. Merci. Juste une question économique, monsieur. Vous avez dit l'endettement du Liban est de 100 milliards de dollars, c'est ça? Et le PNB, il est de combien? Quelle est la proportion d'endettement par rapport au PNB? 55. 50? 55, d'accord. Bon, donc c'est 180% du pays. En France, on n'est pas loin de 100. Donc, bon, on est dans la presse, on voit 150%. Ça dépend. Bon, alors on va dire entre 50 et 150. Non, c'est comme Ryan l'a précisé. En fait, ça a fait un pic peut-être avant 2011, ça a fait un pic à 185, et ensuite ça a descendu à 150. Mais les pronostics, les dernières estimations de 2019, on n'est pas loin de 180. Là, à mon avis, moi je m'attends à la décroissance en 2019 au Liban. C'est bien pour l'écologie. Et deuxième, merci, 180%. Deuxième question qui est toujours d'ordre financier. Vous avez dit que c'est bâti sur une pyramide de Ponzi. Oui. Mais le propre d'une pyramide de Ponzi, c'est quand même de s'écrouler à un moment ou à un autre. C'est quoi vos précisions? Ça s'écroule. En fait, il y a plusieurs étapes au niveau financier avant de faire défaut. Il y a le bank run, donc on n'a plus des notes à payer les clients, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, on est dans cette situation préliminaire à la faillite, à faire défaut ensuite au paiement, donc à être
à défaut. Donc on est proche de cela, on voit les devises étrangères qui ne suffisent pas l'année prochaine à payer la dette publique en devises étrangères, parce qu'ils ont deux méthodes de bons de trésor et d'obligations, les Libanais, depuis il y a... ils vont en parler plus longuement plus tard, mais ils ont commencé à faire ce qu'on appelle les Eurobonds, c'est des bons de trésor en dollars. Donc pour payer ça l'année prochaine, ils n'ont pas les montants suffisants pour le faire. Donc pronostiquement, on est proche du défaut. C'est pour ça que vous dites que ça n'est que le début. Ça n'est que le début. Je pense que la chaleur de la crise, on commence à la sentir, mais la vraie crise est à venir. Pas activement. Alors, on va prendre 2-3 questions, peut-être, pour regrouper. Oui, vous souhaitez, donc Emmanuel Castan souhaite une relève. Alors, qui compose cette relève? Quel est le programme de cette relève, notamment pour sortir du communautarisme? Il y a beaucoup de mesures très concrètes à prendre. Y a-t-il déjà des programmes élaborés par des gens prêts à prendre la relève? Alors, on va prendre d'autres questions. Et ça, ce sujet va être traité en particulier dans la deuxième table ronde. Merci pour vos exposés. J'ai une question à rien. Quand vous avez parlé de la guerre en Syrie, en disant qu'elle a fait une influence sur l'événement aujourd'hui au Liban, moi j'ai pensé que vous alliez parler de la révolution et ce rapport avec une révolution à côté et tout, et vous avez parlé seulement de l'influence sur la chute de la croissance, et très très vite sans aucun détail. Est-ce que c'est possible de détailler ce point? Une question pour vous tous, par rapport, parce que vous n'avez pas du tout parlé du gouvernement attendu, et par rapport au nouveau Premier ministre, je me demande pourquoi la rue attend toujours quelqu'un nommé par le régime. Parce que chaque fois, 5 minutes après le nom, ils sont de nouveau dans la rue. Et donc, est-ce que ça sert à quoi d'attendre quelqu'un? Parce que c'est sûr, le régime ne va pas donner un nom révolutionnaire, et surtout il va donner un nom aussi sunnite. Ça veut dire que ça répète les mêmes règles. Pourquoi il n'y a pas une liste ou il n'y a pas de demande précise de la part de la rue? Merci. Merci. On va prendre une dernière question et puis après vous répondrez chacun à votre tour. Merci. Je voudrais juste vous demander si vous avez une idée, est-ce qu'il y a un lien entre les contraintes américaines contre le reste de la financière et la crise financière des banques au Liban? Est-ce que pour vous il y a un lien? Parce que personne n'en parle aujourd'hui. Et voilà, moi je suis un peu en dehors. Alors, on va faire un tour de table, donc je vais donner la parole à chacun d'entre vous pour répondre à cette première série de questions. Pour ce qui est de l'influence de la crise syrienne, du déclenchement de la guerre en Syrie en 2011 sur la crise libanaise qu'on est en train de voir sous nos yeux donc, en 2019, il est vrai que j'ai parlé de l'influence du début de la dégradation économique qui a eu lieu au Liban en 2011, qui est liée à la crise syrienne. Mais il est vrai aussi qu'il y a eu un mouvement embryonnaire au Liban de protestation, de contestation donc, contre le pouvoir, contre la gouvernance confessionnelle. Il y a eu des centaines de militants qui sont descendus, même peut-être un peu plus, qui sont descendus dans la rue à l'époque du déclenchement de la première vague des révolutions arabes. Et donc ils demandaient le changement du régime, un peu comme on le demandait en Syrie ou en Égypte ou ailleurs dans le monde arabe. Sauf que c'était un mouvement, il s'agissait d'un mouvement embryonnaire. Ça n'a pas, la majorité des Libanais n'ont pas suivi ce mouvement, contrairement à ce qui se passe actuellement. Et c'est pour cela que je ne me suis pas attardé trop là-dessus, parce que on pouvait voir que ça commençait à germer, mais ce n'était pas encore un mouvement assez... il n'y avait pas un effet d'entraînement qui était assez puissant pour entraîner les Libanais dans la logique des premières révolutions arabes. Alors il y a plusieurs raisons à cela. En 2011, le système clientéliste au Liban fonctionnait encore plus ou moins, avait une certaine efficacité, même s'il était dysfonctionnel. Les gens, la classe politique au pouvoir pouvait s'acheter une clientèle
pouvait s'acheter une base politique, pouvait s'acheter des allégeances. C'était encore le cas en 2011. Ce n'est plus tout à fait le cas maintenant. Donc, si vous voulez, il y avait les germes qui étaient présentes, mais ce n'était pas encore un mouvement assez puissant en 2011 encore, pour enclencher un processus de contestation populaire comme on le voit maintenant actuellement. Qui pourrait prendre le flambeau? Alors, qui pourrait prendre le flambeau? La position des... Alors, comme on l'a déjà dit, il n'y a pas de leader du mouvement de contestation. C'est un mot d'ordre qui est respecté par tous les révoltés, tout simplement parce que les révoltés sont conscients du fait que le pouvoir, ou bien la classe au pouvoir, s'attend à ce qu'il y ait une désignation de leader pour qu'ils puissent jouer là-dessus, pour susciter des divisions au sein donc du rang de ceux des révoltés. Donc c'est une question qui est à la fois une faiblesse, qui représente à la fois une faiblesse du mouvement de contestation et une force, parce que c'est une force tout simplement parce que ça permet la spontanéité de la mobilisation, ça permet une mobilisation horizontale, donc qui est pratiquement, c'est pratiquement impossible pour le pouvoir de mater ce genre de contestation quand vous n'avez pas de leader. Donc c'est quelque chose qui est très, très positif pour le mouvement de contestation de s'en passer. En même temps, à un moment donné, il va falloir passer du moment de la contestation à un moment où il faudra plutôt être dans la proposition. Et c'est effectivement à ce niveau-là une faiblesse. Mais encore une fois, les revendications sont très claires, c'est-à-dire que on ne peut pas dire qu'il y a une sorte d'un manque de clarté par rapport aux revendications des révoltés. Ils proposent tout simplement la constitution d'un gouvernement provisoire avec des spécialistes qui sont totalement étrangers à la classe politique qui occupe actuellement le pouvoir. Donc, pour les révoltés, la position des révoltés, c'est de dire « nous, on n'a pas besoin de leader pour avancer nos revendications. Nos revendications sont très claires. On veut un gouvernement de spécialistes qui ne soient pas impliqués dans la corruption de la classe au pouvoir. » En même temps, il y a des chercheurs politiques, politistes, des spécialistes d'économie qui sont proches du mouvement de contestation, qui sont en train de présenter des programmes tout à fait structurés, tout à fait clairs sur l'alternative qui doit être, sur les choix alternatifs qui doivent être appliqués une fois qu'il y aura la constitution de ce gouvernement d'indépendants. Donc voilà, c'est à la fois une faiblesse et une force du mouvement de contestation. Et pour l'instant, la question n'a pas encore été tranchée sur la question de la nomination, la désignation de leader. En fait, c'est sûr que ça a affecté. Je pense qu'Ali est il est arrivé, je pense pas, il n'est pas là. Mais je pense qu'il a un graphique où il montre que quand les sanctions du Hezbollah ont été mises en place, je pense que c'est fin 2016-2017, ça a vraiment été commencé sur... il y avait des descentes même chez les bureaux de change, il y avait des banques qui commençaient à fermer ou à être mis sous... Donc c'est sans doute aussi des raisons, mais aussi l'arrestation de Hariri en novembre 2017, c'était aussi un autre déclenchement. Tout ça s'est dégringolé en boule de neige que les 60 milliards sont devenus moins que 30 aujourd'hui, en moins de 2 ans. Donc oui, c'était clair aussi qu'il y a eu une baisse une crise financière due à cela, c'est sûr, ça a contribué. Maintenant au niveau informel, ils ont leur structure. On parle de 2-3 milliards qui rentrent en sacoche. Je pense que ce sont vraiment, à mon avis, ce sont ceux qui détiennent le plus informellement. Les autres, en ce moment, c'est l'évasion des capitaux, la fuite des capitaux. Lui, il a intérêt à en ramener. Donc,
Je pense que c'est ça la situation maintenant. Pour les représentants de... si on fait l'analogie, excusez-moi, avec la France, des représentants de Gilets jaunes, ça a été contenu par le gouvernement. On a bien vu que le débat public a plutôt augmenté la popularité que descendu la popularité du président. Donc les chefs sont trop malins en comment profiter et se prendre du crédit en tendant la main à des manifestants ou à une insurrection. À mon avis, par rapport aux indépendantistes, l'année dernière, 2018, c'était des élections sous une loi électorale charcutée de façon confessionnelle encore, et il y a quelques indépendantistes. À mon avis, c'est de l'amateurisme, ils ont 1% des votes. Et maintenant, l'État, le gouvernement nous dit « Ah, mais regardez, vous, opposants, vous avez à peine une députée aujourd'hui au Parlement sur 128. » Donc, il ne faut pas toujours jouer le jeu de ce qu'ils nous demandent de faire. Et c'est plutôt un danger. Et pour gagner la guerre, c'est plutôt eux qui sont censés venir que les révolutionnaires sont censés monter dans leur château. Ce qu'ils descendent un peu dans la rue, écouter ce que les gens disent sans le débat national qui peut leur donner de la légitimité. Je pense pas. Sur le fait qu'à chaque fois qu'il y a un nom qui est sorti, les manifestants le remettent en question, parce qu'évidemment ils choisissent dans un vivier qui est un vivier du système. Exactement, ça les dépasse. Ce qui se passe au Liban les dépasse. Là, pour faire une réforme, ils ont proposé, on veut un technocrate. C'est le monopole, on a dit, des travaux publics. C'est Khatib Alami, c'est le premier, c'est au niveau international d'ailleurs. Son marché n'est pas que le Liban, et l'Arabie Saoudite et plein d'autres pays dans le monde. Donc, c'est les oligarques entre eux, ça les dépasse. Ils nominent. Hier, il y avait Marzoum, qui est un peu le plus réformateur chez eux. C'est un peu le Harir et comment ? En miniature, très bien, je pense. Oui, donc aussi il n'a pas été, le nom n'a pas été accueilli par les manifestants. Comme il faut. Ouais. Oui, il faut aussi savoir que le pouvoir joue la carte du pourrissement, c'est-à-dire qu'il joue la carte il parie sur l'essoufflement du mouvement. Et donc toute cette comédie, on propose, on désigne, on essaie de proposer un nouveau nom donc pour désigner un nouveau Premier ministre, et on attend un peu, tout en sachant que, sans doute ils savent que la rue va refuser ce nouveau nom, mais pendant ce temps on est en train de gagner du temps. Voilà, et donc c'est la stratégie du pouvoir actuellement, le fait de gagner du temps, et le fait aussi de compter sur une aide internationale qui viendrait sauver donc cette classe politique au pouvoir, tout simplement parce que la communauté internationale est très soucieuse de la stabilité au Liban. Donc si donc les grandes puissances, ou même les puissances régionales sont mises devant le fait... devant l'équation suivante, soit la crise continue et donc on risque d'aboutir à une instabilité au Liban, et qui dit instabilité au Liban dit possibilité d'exil d'1,5 million de réfugiés syriens qui vont peut-être pouvoir prendre les chemins de l'exil vers l'Europe. Donc entre ce scénario-là qui est catastrophique pour tout dirigeant européen, et entre un scénario qui prendrait plutôt l'option de soutenir le pouvoir en place, même s'il est totalement corrompu, même s'il est complètement imparfait. La communauté internationale pourrait choisir la deuxième option, c'est-à-dire l'option de la stabilité, malgré la corruption de la classe politique. Et c'est, à mon avis, la classe politique au pouvoir joue la carte de l'essoufflement, du pourrissement, et joue la carte du temps, justement pour amener la communauté internationale à choisir cette deuxième option. Alors, on va prendre une deuxième série de questions. Donc, il y a monsieur là. Deux questions. La première question relative au pourrissement. C'est particulièrement le pourrissement de la crise financière, parce qu'elle arrive, on va quand même la compter en fonction des sorties de devises tous les jours, pour mesurer le temps. Aujourd'hui, il y a une prise de pouvoir
au niveau du pays, qui n'est pas fait par des figures politiques usuelles, mais par le syndicat des banques, qui émet des règles de retrait de devises, de paiement de devises. En fait, c'est le vrai pouvoir économique maintenant. Il est dans une salle fermée dans laquelle les propriétaires privés décident comment vous allez vivre. Pourquoi est-ce que la rue n'a pas identifié ça comme cible prioritaire du danger, puisque c'est là que ça se passe? En fait, c'est pas à Barda du tout. C'est dans cette salle de réunion fermée. C'est la première question. La deuxième question, vous évoquez souvent la stabilité du Liban et la communauté internationale, mais est-ce que la rue elle-même n'est-elle pas aussi dépassée par le fait que finalement le Liban, c'est peut-être pas si important que ça pour la communauté internationale? C'est pas un sujet. Alors on va prendre une autre. Il y avait une question là, je crois. Monsieur. J'ai beaucoup entendu le dégagisme par rapport aux hommes au pouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne demandent pas de mettre en prison ces voleurs, toute cette bande de voleurs qui ont pillé et désossé le pays? De quoi ils ont peur de demander ça? C'est une question comme ça. Alors, qui veut répondre? Le pouvoir du syndicat des banquiers, ça c'est sûr. Alors, au bout de 2 semaines, même, je pense qu'il y a même une tension en quelque sorte entre la banque centrale et les banques commerciales. Dans 2 semaines, le premier discours de Salam et Riyad Salam était assez virulent envers eux, comme quoi il y a eu 3 milliards de dollars qui ont fuité alors que les banques étaient fermées. Donc il leur a même promis 250 millions de dollars à 20% de taux d'intérêt, si vous voulez, des liquidités. Ils sont de mèche, tous les deux, c'est sûr, mais il y a certainement une relation de pouvoir entre eux qui existe. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est sûr que c'est avec l'accord de la Banque centrale que ces circulaires sont en train de se faire. Juste pour mettre un peu pour les autres, ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a eu une circulaire des syndicats de la banque de payer, si disons on a mis notre argent en dollars, de payer le taux d'intérêt à 50% en dollars et à 50% en livres libanaises, pour atténuer un peu la pression sur le dollar. Mais à condition, ça c'est une bonne chose pour moi, les taux d'intérêt sont trop élevés, dans tous les cas il faut les baisser. Mais quelque chose de très important, c'est de faire l'opposé aussi. C'est que ceux qui ont pris des crédits de la banque, qu'on divise leur taux d'intérêt aussi. Donc ça va de soi. Normalement, ça devrait aller de soi. Donc, c'est plus technique. Je crois que au niveau... c'était quoi votre deuxième question? Juste, c'était ça. Et la deuxième? Le Liban était si important. Ah oui, mais je pense qu'ils ont plus de la méfiance maintenant, les gens dans la rue, quand on leur dit Cèdre, ils savent que c'est un autre coup de bluff. Donc c'est un autre coup de bluff pour reprendre ça. Ah, la kleptocratie libanaise actuellement, on sait que c'est une kleptocratie, quoi qu'il en fasse, que ce soit formel, légitime, constitutionnel, c'est de la kleptocratie, il n'y a plus la confiance, elle est complètement... cette relation entre l'État confessionnel et le citoyen libanais, à mon avis, il y avait une majorité silencieuse. Les taux de participation aux élections législatives au Liban n'ont jamais dépassé 50%. On parle de 18 millions de Libanais à l'étranger. Si jamais un jour ils viennent, ils vont tous... et ça n'existe pas. Il y a 1,2 million de Libanais qui détiennent toujours une pièce d'identité. Il n'y en a pas 15 millions. Ça n'existe pas, ça. D'ailleurs, quelque chose de très important sur ce que Ryan était en train de dire, Cèdre a été formulé en humanitaire contre développement, c'est ça le nouveau credo des bailleurs de fonds aujourd'hui. Vous voulez de l'humanitaire, il faut aider le host communities. Cèdre, c'est dans ce principe-là qu'elle est venue. Donc. Mais actuellement, en fait, si on remarque les chiffres, les réfugiés syriens ne représentent pas 1,5 million, ça c'est une mythologie. Aujourd'hui, on ouvre UNHCR, il y a un décompte de tous les jours de combien de Syriens il y a au Liban, on est moins que 700 000 aujourd'hui. Donc pour le dégagisme, pourquoi ils en font pas? Je pense que cela va au-delà des Libanais. Ils aimeraient bien les mettre à la benne. Ils ont fait circuler des photos de pays où ils ont attrapé un député. Donc, ils adoreraient faire ça. Les autres, ils ont leur système coercif.
qui est quand même on a vu les salaires publics, ça veut dire qu'on a 20-30% de la recette publique qui va à l'armée, qui est prête à défendre ces gens-là. Donc le sel, c'est un militarisme keynésien. C'est la seule façon de distribuer au Liban, c'était le militaire. Donc c'est ce qui est clair, le militaire, tu te mets devant nous, devant n'importe quel insurgé. Donc ils ont préparé le terrain pour des situations comme ça. Il y a Sarah, je pense que plus tard elle va parler de cette question-là sur comment, c'est quoi les outils à l'international qu'on peut mobiliser pour récupérer notre argent, les 100 milliards et tout ce qu'ils ont mis dans leur poche. Voilà. Est-ce que tu... Oui, alors je pense que l'une des explications en fait, de la surdité du pouvoir au Liban, c'est qu'une bonne partie de la classe politique libanaise est confiante dans le fait qu'in fine, elle va avoir le soutien de grandes puissances. C'est-à-dire que ce soit la France, que ce soit l'Europe, que ce soit la Russie, que ce soit l'Iran, mais pour des raisons différentes, chacun a un intérêt à ce que le Liban, qu'il n'y ait pas de déstabilisation profonde au Liban. Et l'une des raisons de la surdité, donc encore une fois de la classe politique, c'est leur confiance dans leur capacité à obtenir des soutiens donc de la scène internationale. C'est-à-dire que on sait très bien que l'Europe a peur de la crise des réfugiés, donc ça conforte les dirigeants libanais sur le fait qu'au bout du compte, l'Europe va accepter une sorte de maintien d'une certaine forme de statu quo, justement pour éviter ce danger. Les dirigeants libanais savent par exemple que la Russie a peur d'un éventuel débordement de la crise libanaise en Syrie, parce que les Syriens sont en train de voir quand même que les Libanais sont en train de se mobiliser. Ça peut donner des idées aux Syriens, encore une fois. Donc à partir de là, la Russie a intérêt à ce que les choses se stabilisent au Liban. Si on prend l'Iran n'a absolument pas intérêt à ce qu'il y ait une déstabilisation du Liban actuellement, parce que la carte maîtresse de l'Iran, c'est le Hezbollah. Et l'Iran a besoin d'utiliser le Hezbollah en cas de confrontation majeure qui pourrait avoir lieu au Moyen-Orient entre les États-Unis et l'Iran. Donc ils veulent pouvoir utiliser le Hezbollah sans qu'il y ait une déstabilisation du Liban. Donc la classe politique au pouvoir table sur le fait que la communauté internationale finalement a intérêt à ce qu'ils restent au pouvoir, alors que la rue est quasiment unanime à demander leur départ. Et pour ce qui est du dégagisme, c'est l'une des revendications principales de la rue, c'est-à-dire que la rue demande le départ de l'ensemble de la classe politique au pouvoir et demande aussi non seulement leur départ, mais aussi le fait qu'ils rendent des comptes et qu'ils rendent l'argent volé. C'est-à-dire que ça fait partie clairement des revendications de la rue. Ce n'est pas quelque chose qui est flou, qui est... Il avance aussi d'ailleurs, parce qu'il a demandé, monsieur, pourquoi ce n'était pas parmi les revendications. Ils le sont. Il y en a même des revendications de nationalisation ou de revoir la dette, comment elle a été remboursée, les taux d'intérêt, comment ils ont été remboursés. C'est parmi les revendications de la rue. Pardon, de la... Et c'était essentiellement ce que je voulais dire. Donc non, le Liban est important pour la communauté internationale. Il ne faut pas oublier que le Liban est à sa frontière sud Israël, et donc toute déstabilisation du Liban pourrait affecter Israël. Donc c'est quelque chose d'important pour les États-Unis aussi. À partir de là, je crois que ce que les grandes puissances essaient de faire, c'est d'apporter le changement, de pousser la classe dirigeante au Liban à apporter le changement nécessaire pour amener plus de transparence au niveau de la gestion des affaires publiques. Donc, lutter contre la corruption, tout en maintenant un certain degré de statu quo. Donc, c'est cet équilibre que la communauté internationale essaie de trouver. C'est-à-dire, on maintient autant que possible le statu quo, tout en poussant la classe dirigeante à lutter contre la corruption. Mais c'est quelque chose qui, à mon avis, est quasiment impossible à faire.
Je vais profiter de ma position, tant pis, pour aussi poser peut-être une question. On arrive presque au bout de cette réunion. Est-ce que pour vous, le système tel qu'il est réformable? Est-ce qu'on peut envisager une réforme? Et si réforme, comment? Puisqu'à vous écouter, on s'aperçoit quand même de la énorme difficulté, ce qui ne veut pas dire impossible, mais voilà, comment vous voyez éventuellement? Et est-ce que pour vous, c'est réformable? Oui, si tu bouges la tête, moi non. moi, je trouve pas que c'est réformable, il faut changer le système. J'ai dit qu'il faut changer même la Constitution. Et la Constitution, elle est là, ça accompagne la politique libanaise. La constitution libanaise, elle est confessionnelle avant tout, elle est libérale, il faut la changer, il faut qu'elle soit plus sociale, plus ouverte, laïque. Voilà, c'est des thèmes. Mais elle est la constitution laïque. Non, en 1980. Ça F a apporté. Oui, mais quand tu regardes la constitution en tant que telle, elle n'est pas. Oui, c'est pour ça. Voilà, c'est toi que je pose la question, parce que la constitution en tant que telle n'était pas confessionnelle comme elle est interprétée et comme elle est. Il y a ceux qui demandent l'application de la constitution et les amendements de Taïf qui ramènent la laïcité transitoire au pays, mais bon, on est dans une phase insurrectionnelle, donc autant demander la laïcité et le changement de la Constitution, je crois. Ils l'ont fait en Égypte, ils l'ont fait en Tunisie, ils l'ont fait partout où il y a eu une révolution connue, il y a eu un changement de Constitution, donc ça c'est primordial, je pense, donc il faut changer le système, le réformer, c'est pour cela ma deuxième question dans le titre, c'était de radical ou de velours. Donc il y en a actuellement parmi les gens dans la rue qui sont de velours plutôt, donc ils sont prêts à monter au palais présidentiel, négocier, et ceux-là sont mis de côté. Donc il y en a qui veulent la réforme et il y en a qui veulent changer. Donc il y a les deux points de vue parmi les gens. Alors, je suis d'accord avec Roland sur le fait que le système n'est pas réformable, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur la procédure à suivre pour le réformer. Je pense qu'il faut procéder pas à pas. Donc, c'est-à-dire commencer premièrement par mettre dehors donc, toute la classe politique corrompue, et qui est alors former un gouvernement composé de transitoire, composé donc de spécialistes, ou alors de personnalités complètement indépendantes du pouvoir. Et puis faire en sorte d'instituer une justice complètement indépendante pour qu'elle puisse lutter contre la corruption, recouvrer l'argent volé, pousser les dirigeants à rendre des comptes. Et une fois qu'on aura fait donc, tout cela, on aura alors institué assez de confiance sociale dans le nouveau système pour qu'il puisse à ce moment-là enclencher une réforme institutionnelle tout en sachant que ça va prendre du temps, ça ne se fera pas du jour au lendemain parce qu'il ne faut pas non plus brusquer des catégories sociales qui pourraient être déboussolées si jamais on procédait à un changement constitutionnel du jour au lendemain. Donc il faut faire aussi attention à créer une sorte de consensus social très large, très solide, et avant de procéder à un changement indispensable parce que le système, la gouvernance confessionnelle n'est pas viable et n'est pas tenable, et ce qu'on voit actuellement est en fait une faillite justement de ce système-là. Mais il faut faire attention à ne pas brûler les étapes. Écoutez, il ne me reste plus, je pense qu'à vous remercier d'avoir participé à cette première table ronde. Merci à vous.